Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train ou des conteneurs pour le transport maritime. Tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivées à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes pour cent. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange, puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories.
Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion, naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois. Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fil standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier. Noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles. Fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Chaque année, dans le monde, on produit plus de 60 millions de tonnes d'aluminium. C'est le métal sans lequel on n'aurait ni avion, ni smartphone, ni même de fusée spatiale.
Mais est-ce que tu savais que pour obtenir une seule tonne d'aluminium, il faut dépenser plus d'électricité que ce que consomme une maison en une année entière? Des fours incandescents aux bains électriques remplis de métal liquide. La production d'aluminium, franchement, ça ressemble plus à de la science-fiction qu'à de l'industrie classique. Prêt à plonger dans ce monde d'énergie, de puissance et de précision? Alors, allons-y. La production d'aluminium, ça commence par l'extraction de la bauxite, qui est le minerai d'aluminium le plus courant dans la nature. La bauxite, en général, c'est un mélange d'hydroxyde d'aluminium, avec des oxydes de fer, de la silice et d'autres impuretés. Pour en extraire l'aluminium, il faut d'abord transformer la bauxite en alumine. Et pour ça, on utilise le procédé Bayer. Le procédé Bayer, ça démarre en broyant la bauxite très finement. Ensuite, ce minerai broyé est mélangé à une solution chaude d'hydroxyde de sodium. On appelle ça la soude caustique, à une température d'environ 200 degrés. Dans ces conditions, les oxydes d'aluminium de la bauxite se dissolvent, formant de l'aluminate de sodium, tandis que les impuretés qu'on ne veut pas, elles, restent sous forme de résidus solides insolubles. C'est la fameuse boue rouge. Après ça, on refroidit la solution obtenue, et l'hydroxyde d'aluminium commence à cristalliser. Ces cristaux, on les filtre et on les lave bien. Ensuite, on les chauffe à très haute température, autour de 1000 degrés, dans des fours spéciaux pour éliminer toute l'eau. Ce qui reste à la fin, c'est de l'alumine pure, une poudre blanche qui est la matière première essentielle pour l'étape suivante, l'électrolyse, qui va nous donner l'aluminium métal. L'électrolyse, c'est le processus clé dans la production d'aluminium, celui qui transforme l'alumine en aluminium métallique. Ça se passe dans des cuves d'électrolyse spéciales, remplies de cryolite fondu. La cryolite, elle sert de solvant pour l'alumine. Elle permet surtout d'abaisser la température de fusion de l'alumine de plus de 2000 degrés à environ 950 degrés, ce qui rend le processus beaucoup moins gourmand en énergie. C'est déjà ça. On ajoute donc l'alumine à la cryolite fondue dans la cuve, où elle se dissout. Puis, on fait passer un courant électrique super puissant à travers ce bain fondu. L'électrolyse va alors casser les molécules en leurs composants, l'aluminium et l'oxygène. Les atomes d'aluminium, qui sont chargés positivement, sont attirés par la cathode. C'est l'électrode négative, située au fond de la cuve. Là, ils se déposent sous forme de métal liquide pur. Pendant ce temps, les atomes d'oxygène sont attirés par l'anode, l'électrode positive faite en carbone. Sur l'anode, l'oxygène réagit avec le carbone, formant du dioxyde de carbone, CO2, qui s'échappe dans l'atmosphère. Cette étape, elle consomme une quantité phénoménale d'électricité. Pour produire une seule tonne d'aluminium, il faut en général environ 15 MWh. C'est pour ça que l'électrolyse est l'un des processus industriels les plus énergivores au monde. L'aluminium liquide, obtenu à la cathode, est ensuite collecté et transporté pour être coulé ou traité. C'est grâce à ce processus qu'on obtient ce métal de haute qualité utilisé dans l'automobile, l'aviation, la construction et plein d'autres domaines. L'aluminium qui sort de l'électrolyse contient encore quelques impuretés, comme du fer, du silicium et d'autres éléments qui pourraient affecter ses propriétés et limiter son utilisation. Pour éviter ça, l'aluminium passe par plusieurs étapes de purification. Première étape, éliminer les grosses inclusions mécaniquement. On fait passer l'aluminium fondu à travers des filtres spéciaux qui retiennent les particules solides. Ensuite, on le purifie dans des fours de traitement en ajoutant des réactifs chimiques spécifiques
qui vont attraper les impuretés restantes. Ces réactifs réagissent avec les impuretés pour former un laitier léger, une sorte d'écume qui flotte à la surface du métal fondu et qu'on enlève ensuite. Deuxième étape, le dégazage. Dans l'aluminium fondu, il peut rester des gaz dissous, comme de l'hydrogène, qui créent des bulles, des porosités, et nuisent à la structure du métal. Pour virer ces gaz, on fait barboter des gaz inertes, comme l'argon, à travers le métal liquide, ou alors on met le bain sous vide. Ce processus assure une structure bien homogène et augmente la résistance du matériau. Dernière étape de purification, le traitement électromagnétique. L'aluminium fondu est soumis à un champ magnétique qui aide à répartir uniformément les particules et améliore encore la qualité du métal. L'aluminium qu'on obtient à la fin est d'une grande pureté, généralement supérieure à 99%, ce qui le rend apte aux applications les plus exigeantes, comme l'aéronautique ou la fabrication de composants électroniques. Avant la fusion proprement dite, l'aluminium, qu'il soit neuf ou recyclé, est nettoyé de ses impuretés et saletés pour garantir la meilleure qualité possible du produit final. Le métal est chargé dans un four où il est chauffé progressivement jusqu'à devenir liquide. C'est important que le chauffage soit uniforme pour assurer l'homogénéité du métal et éviter la formation de films d'oxyde à la surface. La température de fusion de ce métal, c'est 660 degrés Celsius. Pour ça, on utilise généralement des fours à induction ou à gaz. Ça dépend des besoins et de la taille de l'usine. Pendant la fusion, on fait super gaffe à la sécurité. L'aluminium réagit facilement avec l'oxygène de l'air, formant une couche d'oxyde qui peut altérer ses propriétés. Donc, pour protéger le métal fondu de l'air ambiant, on utilise souvent des gaz inertes, comme l'argon, qui créent une atmosphère protectrice dans la chambre de fusion. Ça permet de minimiser les pertes de métal et d'améliorer sa qualité. Malin! Une fois que l'aluminium est complètement liquide, on le maintient à cette température jusqu'au moment de l'utiliser pour le coulage ou d'autres étapes de transformation. Le métal fondu est ensuite versé dans des moules pour créer des lingots qui serviront pour des opérations ultérieures, comme l'extrusion, le laminage ou la fabrication de pièces moulées. Le formage, ou moulage, c'est l'étape où l'aluminium fondu prend sa forme définitive en étant versé dans des moules spécialement préparés. Le type de moule dépend de la pièce qu'on veut fabriquer. Ça peut être un moule en sable, un moule métallique, appelé coquille, ou un moule en graphite. Chacun a ses avantages et ses spécificités. Les moules en sable sont les plus utilisés pour fabriquer des pièces grandes et complexes, ou pour des petites séries. On mélange du sable avec des liants pour créer un moule capable de résister aux températures élevées du métal fondu. Les pièces coulées comme ça ont une surface assez rugueuse qui demande souvent une finition supplémentaire. Les moules métalliques, ou coquilles, sont faits en métal, comme l'acier ou la fonte, et servent à produire un grand nombre de pièces identiques. Ils garantissent une grande précision et une surface lisse au produit fini. C'est idéal pour les pièces utilisées dans l'automobile ou l'aéronautique, par exemple. Les moules en graphite, eux, sont utilisés pour fabriquer des pièces qui exigent une précision extrême ou une géométrie très complexe, comme dans l'électronique ou pour des composants spéciaux. Le graphite conduit mal la chaleur, ce qui permet de contrôler très finement la vitesse de refroidissement du métal.